On sait payer des salaires, on sait investir dans le temps sur le projet, sur le produit. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt une aventure humaine que tout le reste, quoi. Et avoir travaillé dans de grands groupes, est-ce que ça influe aujourd'hui sur ta manière d'entreprendre? Alors oui, de deux façons. D'une façon négative d'abord, parce que quand tu es habitué à travailler avec des moyens quasiment illimités, tu as tendance à mettre en place d'abord des solutions que tu vas essayer de vendre. Et l'approche des startups aujourd'hui, elle est plutôt complètement inverse. C'est d'abord essayer de vendre, ensuite essayer de construire les solutions. Et donc en ça, effectivement, quand on est câblé pendant une dizaine d'années à construire des énormes systèmes et essayer de les vendre ensuite, parce que de toute façon on finira par les vendre, ou si on n'arrive pas à les vendre, c'est pas trop grave non plus. Voilà. Sauf que nous, un coup comme ça, on n'est plus là, quoi, en fait. Et donc c'est vrai j'ai toujours, et je lutte au quotidien contre cette tendance à me dire, ok, ouais, super, on va lancer ça, on va faire ça, et puis à un moment, Saïd, souvent qui me rattrape, ou d'autres, qui me disent, ouais, mais du coup, les clients. Ouais, d'accord. Donc on va d'abord essayer de vendre ça aux clients et ensuite on va essayer de le mettre en place. Et donc ouais, j'ai toujours un petit peu cette tendance-là, quoi. Donc bon, et rien de bien méchant, hein, parce que moi je pense que je suis correctement entouré, et que j'ai vraiment les bonnes personnes autour de moi dans ce projet pour y arriver. Donc ça. Et d'un côté positif, c'est que globalement, j'ai les bons contacts dans l'industrie des télécommunications. Je sais dans quelle direction ça va. Je sais parler leur langue, quoi, quelque part. Je sais anticiper leurs problématiques. Je sais comment leur simplifier la vie. Je sais ce que moi j'attendais quand j'étais à leur place. Et donc ça me permet quand même de beaucoup préparer l'offre de valeur pour ces partenaires-là, qui sont les opérateurs de télécom. Parce que nous, c'est clairement des partenaires. Et aujourd'hui, ton équipe est composée de qui? De combien de personnes? Alors, nous, aujourd'hui, on est composé de 8 personnes. Alors, donc, il y a, à La Réunion, on est 3. On était 4 il n'y a pas très longtemps, mais on a eu un départ sur la partie technique. Donc, on a, du coup, il y a moi, Saïd Rassabi, qui est notre directeur marketing. Mais c'est très réducteur de le qualifier en tant que directeur marketing parce qu'il s'occupe de tout ce dont moi je ne m'occupe pas. Donc toute la partie support client, service client, produits, présentation d'offres commerciales pour les grands comptes. Il fait des points aussi commerciaux, même si c'est plus de ma responsabilité maintenant. Il s'occupe bonne partie du contenu aussi, qu'on produit et tout. Donc c'est vraiment une personne sur laquelle Up2 s'appuie beaucoup dans son développement. Saïd, lui, il est d'ici, hein, il a un peu le même parcours que moi, sauf qu'il est un petit peu plus jeune, et donc il a fait une école d'ingénieur en électronique à Paris, et puis parcours bancaire essentiellement, et puis il est revenu à La Réunion il y a 3 ans. On a commencé à discuter par des connaissances communes, on a collaboré sur le conseil, et puis quand j'ai eu un vrai besoin et qu'on a su avoir quelques financements, c'est la première vraie personne qu'on a onboardée. Ensuite, on avait un directeur technique ici qui est plus là, enfin qui a démissionné. On a une stagiaire, on a 4 personnes en Côte d'Ivoire. Et donc on a un responsable commercial, un responsable c'est un ingénieur avant-vente, hein, qu'on a très très bon profil, plutôt expérience financière, etc. Ça c'est Maxime, notre responsable commercial c'est Hassan, et on a la personne qui gère un peu nos opérations en Côte d'Ivoire qui est Christian, et on a entre 1 et 2 développeurs en plus à temps plein. Pourquoi je dis entre 1 et 2? C'est parce que on s'appuie sur une SS2I en Côte d'Ivoire aussi pour nous fournir des ressources complémentaires quand on en a besoin sur les développements de la plateforme. Parce qu'on a beaucoup de mal à internaliser ça temps plein, parce que ça
ça dépend beaucoup des demandes des clients et tout. Et donc moi j'aime pas trop jouer au jeu de je t'utilise quand j'ai besoin et je t'utilise. Enfin il y a plus quand il y a plus quoi. Donc on essaie de pérenniser de l'emploi nous. Donc vraiment aujourd'hui c'est difficile, mais du coup via la SS2I, c'est des gens qui sont staffés depuis plus d'1 an chez nous. Mais ça nous permet de mieux amortir. Et par exemple quand ça baisse un peu en charge, on peut passer à 1,5 plutôt qu'à 6 semaines par mois de charge avec 2 développeurs. Le 1,5 il est staffé sur d'autres projets, etc. Ça nous permet de mieux nous amortir là-dessus. Et tu avais l'habitude de manager de grosses équipes comme ça? Ouais, chez Orange, j'ai eu jusqu'à 100 personnes, moi. Mais c'est différent parce que j'étais manager de manager, moi. Donc, en gros, j'avais des gens sous moi qui s'occupaient et de la partie technique, et de la partie commerciale, et de la partie service client, etc. Et c'était pas... là, c'est très horizontal. Enfin, tout le monde me parle à moi, en fait. Il n'y a pas de sous-échelon dans la boîte. Donc, ouais, j'ai de l'habitude. Maintenant, c'est complètement différent de le faire dans un contexte corporate que dans un contexte startup. Ça fait combien de temps entre l'habitude du changement? C'est toujours pas fait, je veux te dire. Donc, je sais pas dire. Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on s'adapte au profil. On est plus à essayer de privilégier dans la durée. Difficile. Je pense que la vraie clé de ça, c'est de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Au début, on n'a pas vraiment fait comme ça, et les fois où on l'a pas fait, on s'est systématiquement planté. Je peux pas te dire ça autrement. C'est-à-dire que globalement, avec Saïd, avec Christian, avec Hassan, avec Maxime, avec tous les gens de l'équipe aujourd'hui, c'est hyper naturel. Donc j'ai pas besoin de suivre, d'être derrière. T'as fait ça, t'as pas fait ça, c'est en gros ils savent tout ce qu'ils ont à faire et ils le font. Et quand ils n'y arrivent pas, ils me préviennent et on trouve des solutions ensemble. Donc je suis pas trop dans le management, on est plutôt dans une approche collaborative. Habituellement, on a tendance à entendre de l'immédiateté dans les startups, mais quand on t'entend parler, on entend plus du long terme. Ouais, nous on privilégie du long terme. Pourquoi ? Parce que déjà, on met au point un produit pour l'Afrique depuis La Réunion. Donc, c'est vachement basé sur notre vision et sur notre compréhension. Et pourquoi on peut pas lutter day to day ? Parce que globalement, on n'est pas 100% sur le terrain. Nos commerciaux, nos avant-ventes sont sur le terrain. Mais globalement, nous, ce qu'on prépare, c'est le produit de dans 3 ans. Ou dans 5 ans. Parce que et qu'on essaie de vendre maintenant. C'est ça qu'on fait, en fait. Donc, on privilégie le long terme. Et finalement, ça peut être des approches risquées, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça commence à payer parce que finalement, il y a des banques qui cherchent, qui veulent travailler avec nous. Il y a des assureurs qui travaillent avec nous. Il y a des sociétés de grande distribution qui travaillent avec nous. Il y a des gens pour qui, en gros, il y a 6 mois, quand on leur parlait de produits comme Up2, ils disaient, jamais. Enfin, ça n'existe pas. C'est pas de la réalité. Et des fois même, souvent, on se rend compte qu'on parle avec des clients qui se disent, en fait, ils comprennent pas ce qu'on fait parce que ça leur paraît complètement immatériel, cette espèce d'interconnexion, de fait que tout soit accessible en un seul point central, directement connecté dans leur système d'information sans qu'ils aient rien à faire. Donc ouais. Comment tu as fait justement pour pouvoir financer ta création d'entreprise ? Alors voilà, c'est là la partie où on a beaucoup de chance. Nous, on a pitché le projet à un fonds d'investissement qui s'appelle Compass et ça les a intéressés tout de suite. Donc j'ai pas fait 15 fonds, j'en ai fait 1. Tu as eu une bourse French Tech aussi ? Ouais, on a eu la bourse BPI French Tech de la BPI. En fait, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis. On a eu d'abord la bourse BPI French Tech, ensuite on a eu Compass, et ensuite on a fait un levier d'endettement avec la BPI par rapport à la mise de départ de Compass. Donc on a structuré ça pour pouvoir être 24, 30 mois tranquille, pouvoir mettre au point toute la tech, pouvoir mettre au point les équipes commerciales et pour pouvoir attaquer des marchés. Au niveau local, tu as trouvé du soutien, donc aussi bien au niveau financier qu'entrepreneurial ?
Alors, on va commencer par la partie financière. Nous, à l'époque, au stade où on est, c'est-à-dire seed, c'est très compliqué à part la BPI. Donc la BPI, effectivement, ils sont très dans l'accompagnement des startups un peu comme nous, qui vont se dire, ok, tu veux tenter ta chance, pas de problème. T'as un peu d'argent, pas. Il y a peut-être la bourse BPI French Tech. Est-ce que ton projet est cohérent? Est-ce que? Et de là, ça peut aller assez vite avec eux. Et donc eux, ils sont très dans le support de sociétés qui essayent d'innover, quoi, quelque part. Ensuite, sur la partie fonds d'investissement traditionnel, nous, on est passé dans une espèce de creux où ACG Management, ils étaient plus ou moins en train de sortir de l'équation et en plus ils financent pas du seed. Il y a aujourd'hui, mon regard, je peux me tromper, hein, mais c'est que la phase où on était nous, elle est en local, elle est pas adressée. La phase du seed investment, c'est-à-dire en gros comment tu passes d'une vision, d'une présentation PowerPoint à un produit, des premiers clients. Ça là, c'est pas couvert. On couvre en général des premiers clients et ça commence à se faire. C'est pas encore hyper régulier, mais on le voit avec d'autres sociétés que des premiers clients, je veux j'ai mes 10 premiers clients, je veux atteindre mes 100 premiers clients. Et de là, ça de plus en plus ça se couvre. Et donc nous, cette première partie nous a permis d'arriver au point où on se dit on a nos 10 premiers gros clients, on en a plus que ça, hein, mais ça nous a permis de passer ce cap-là. Mais voilà, après c'est vrai qu'on est dans un domaine un peu spécial où on peut pas. C'est-à-dire que la mise au point de cette plateforme, elle nécessite de toute façon du temps en développement, en négociation, tout ça, et on peut pas vraiment se dire que ça se fait. Enfin, il y a beaucoup de startups qui pourraient. Enfin, on connaît tous les légendes de Uber ou machin où on te dit que les premières versions d'Uber c'est le fondateur derrière son téléphone. D'ailleurs, c'est pas Travis. J'ai oublié son nom, j'arrive jamais à le prononcer, mais derrière son téléphone qui appelait les limousines juste derrière. En gros, oui, vous voulez un trajet de tel endroit à tel endroit, pas de problème. Il appelle une société de limousine et il l'envoie. Ça s'est passé comme ça. Les Airbnb, il y avait pas de plateforme au début. Nous, l'interconnexion des systèmes de paiement, par défaut. On peut pas le faire en disant je te fais ça avec 2 téléphones. On était obligé de mettre au point une première brique d'interconnexion temps réel pour pouvoir le faire. Et donc ça demande un peu d'argent, hein, malheureusement. On aurait été dans d'autres types de business, on aurait peut-être tenté quelques itérations par téléphone avant de se dire ok, on y va. Là, on fait un peu le travail de Swift ou de ouais, c'est ça, un peu de travail de Swift aujourd'hui ou de SEPA dans le domaine bancaire. Et au niveau des mentors, du mentoring, on a trouvé un peu ou bien... Ouais, c'est compliqué ça. Hein. Disons que pas trop pour l'instant. Pourtant, je recherche parce que c'est pas tant de l'expertise métier que un peu des fois c'est compliqué de porter une boîte comme ça. Hein. Parce que tu peux avoir un problème de RH, tu peux avoir un problème X, tu peux avoir un problème de financement, tu peux juste être dans des situations qui sont difficiles à gérer parce que tu décides toute la journée de 1000 choses et à un moment t'es un peu épuisé mentalement, quoi. Et donc c'est vrai que le mentoring, c'est quelque chose, ouais, je pense que je recherche toujours, que j'ai toujours pas trouvé en tant que tel. De temps en temps, je peux quand même décrocher mon téléphone, appeler certains, notamment là un gros industriel d'ici qui me donne quelques conseils de temps en temps à la marge. On s'est rapproché un peu à l'ISIN aussi nous parce que en fait la porte d'en face c'est celle de Ludo de Datarox. Il y a Michel au bout du couloir de Zodcar, il y a Nico de Réuniwatt, et donc quelque part ils sont pas passés par exactement les mêmes phases, mais ils sont passés par des phases qui sont comparables, ils sont toujours là, et ça c'est un truc qui fait que globalement leur expérience a beaucoup de valeur. Donc voilà, je le compense un petit peu comme ça. Pour l'instant. Quand on parle de ton produit à toi, il faut quand même souligner que c'est un produit avec un potentiel client de 900 millions
Ouais, alors les marchés qu'on cible, c'est effectivement des marchés énormes. C'est des marchés énormes. Ce qui est concurrentiel aujourd'hui. Ouais, ça commence. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui essayent de faire un peu la même chose que nous. La vision initiale de Up2, c'était on va